Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à la Fondation de l'Ermitage. C'est une joie de voir que vous êtes venus en très grand nombre pour écouter Sylvie Patry, venue parler à l'occasion de notre exposition actuelle consacrée au trésor du Petit Palais de Genève, une collection exceptionnelle, impressionniste et post-impressionniste, qui a été rassemblée à Genève par Oscar Guez. C'est un grand honneur et un immense plaisir d'accueillir ce soir Sylvie Patry à la Fondation de l'Ermitage, où elle est une hôte régulière et précieuse, tant dans nos catalogues que dans le programme de conférences qui les accompagne. Conservatrice générale du patrimoine, Sylvie Patry est une historienne de l'art et professionnelle des musées mondialement connue. Son parcours très riche et impressionnant l'a conduite dans de nombreux musées français, et notamment le prestigieux musée d'Orsay à Paris, où elle est conservatrice, puis conservatrice en chef de 2005 à 2015, et qu'elle retrouve en 2017 comme directrice des collections et de la conservation, après 2 ans passés à la tête de la Fondation Barnes à Philadelphie. En 2022, soucieuse de créer des ponts avec l'art de notre temps, Sylvie Patry rejoint la galerie Kamel Mennour à Paris comme directrice artistique, et elle y crée notamment le Mennour Institute pour développer les programmes éducatifs, scientifiques et philanthropiques de la galerie. Début 2025, elle retrouve le musée d'Orsay, où elle est désormais déléguée aux célébrations des anniversaires des musées d'Orsay et de l'Orangerie. 2026 marquera en effet les 40 ans du musée d'Orsay, tandis que 2027 sera l'année du centenaire du musée de l'Orangerie. 2 temps très forts de la vie culturelle qui vont s'articuler autour du 100e anniversaire de la disparition de Claude Monet en décembre 2026. L'activité scientifique et curatoriale de Sylvie Patry, qui est l'une des meilleures spécialistes de l'art français au XIXe siècle, et en particulier de l'impressionnisme, est extrêmement intense et elle l'a vu conduire de nombreux projets, notamment une formidable suite d'expositions, toutes montrées en plusieurs musées, tant en Europe qu'aux États-Unis. De cette vingtaine d'expositions internationales, je ne citerai que quelques-unes, celles consacrées à Claude Monet, aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris en 2010, au Marchand Paul Durand-Ruel, au Musée du Luxembourg en 2014, à Berthe Morisot en 2018-2019, une exposition qui a été montrée au Musée des Beaux-Arts du Québec, à la Fondation Barnes, à Dallas et au Musée d'Orsay à Paris. Et tout récemment, il y a eu l'exposition magistrale Paris 1874, inventer l'impressionnisme, l'an dernier à Orsay, qui célébrait les 150 ans de la naissance de l'impressionnisme, une exposition qui a aussi été présentée ensuite à la National Gallery de Washington. Je tiens à souligner que Sylvie Patry est aussi une grande connaisseuse de l'art suisse, qu'elle a beaucoup contribué à promouvoir en France. À Orsay, elle a organisé en effet en 2007 une exposition rétrospective de Ferdinand Hodler, et puis en 2021 une exposition intitulée Modernité suisse qui présentait une 70aine d'œuvres d'artistes suisses, nombreux, de Giovanni Giacometti à Félix Vallotton, en passant par Ernest Bieler et Hans Emmenegger notamment. Elle est l'autrice très prolixe de nombreux livres et articles scientifiques, en plus des catalogues des expositions qu'elle a organisées. On retrouve sa signature au bas de beaucoup de notices de catalogues, de collections, d'expositions, mais aussi d'articles de dictionnaires. Et nous avons eu, je vous le disais en introduction, le privilège de l'accueillir à plusieurs reprises pour des conférences et dans les publications qui accompagnent nos expositions. En 2007, c'était l'exposition Fontaine-Latour de la réalité au rêve, où Sylvie a écrit un texte sur Victoria Dubourg, la femme de Fontaine-Latour, elle aussi peintre de nature morte. En 2017, dans le cadre de l'exposition de la collection Burlet, elle a écrit dans le catalogue les notices des 2 merveilleux portraits de Renoir de la collection Burlet. Elle était à ce moment... elle travaillait à ce moment à la collection Barnes de Philadelphie. Elle était venue parler des Renoirs de la collection Barnes qu'elle avait mis en regard de ceux de la collection Burlet. Et puis, enfin, il y a l'exposition actuelle de la collection du Petit Palais que vous avez probablement déjà vue. Sinon, le musée est encore ouvert à la fin de la conférence jusqu'à 21h. Et dans le catalogue de cette exposition, Sylvie s'y en a un essai passionnant intitulé « L'impressionnisme par les chemins de traverse »,
un essai consacré au fond impressionniste de la collection d'Oscar Guez, et en particulier à l'ensemble très important des œuvres de Gustave Caillebotte qui s'y trouvent, dont Oscar Guez a été l'un des premiers collectionneurs. Ce soir, elle va revenir sur les impressionnistes, le marché de l'art et les musées au temps de Gustave Caillebotte. Sylvie, chère Sylvie, merci infiniment d'être revenue à l'Ermitage, et à toi la parole. Merci. Merci, chère Sylvie, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de m'accueillir, et merci à vous d'être si nombreux. Vous l'avez compris, j'ai un grand faible pour la Fondation d'Ermitage, pour Lausanne et pour la Suisse. Donc je suis très très heureuse d'être ici ce soir avec vous pour vous inviter à une promenade, à une réflexion sur cette question donc, des impressionnistes, du marché de l'art et des musées au temps de Gustave Caillebotte, c'est-à-dire grosso modo lors de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors l'idée de prendre comme point de départ et d'indiquer dans le titre la personnalité de Gustave Caillebotte, pour cette conférence, elle a au moins deux raisons, deux origines, en dehors de l'amour et de l'admiration que nous sommes nombreux à porter à cet artiste. La première raison, c'est, comme l'a souligné Sylvie, l'importance de ses œuvres, des œuvres de Caillebotte dans la collection qui a été réunie par Claude et complétée par Oscar Guez, et que montre donc le musée d'Ermitage, la Fondation d'Ermitage en ce moment. L'importance des Caillebotte, elle renvoie bien sûr avant tout au goût, à l'œil des collectionneurs, à leur choix, mais également elle reflète une histoire, une évolution, un état du marché de l'art, ce qui est peut-être un peu moins évident quand le public regarde cette merveilleuse salle. Et c'est ce que je voudrais un tout petit peu développer en introduction. Donc cette première raison, une collection qui reflète un état du marché de l'art. Claude, le collectionneur, donc Oscar Guez, achète en effet entre 1956 et 1966 6 tableaux de Caillebotte. Et aujourd'hui, le Pont de l'Europe, notamment, est considéré comme un joyau de la collection et comme un chef-d'œuvre de l'artiste, à juste titre. Il est d'ailleurs en très bonne place, hein, il a une place d'honneur dans l'exposition. Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Et notamment dans l'histoire de l'impressionnisme de John Rivald, un spécialiste américain de l'impressionnisme, qui a écrit ce livre très synthétique, publié en 1946 et qui a longtemps fait autorité, donc qui raconte, c'est une des premières histoires complètes sur l'impressionnisme. Caillebotte, dans ce livre, n'est pas traité comme une figure majeure du mouvement, mais plutôt comme un peintre amateur, parfois doué, surtout comme un ami généreux, prêt à soutenir les vrais impressionnistes, si je puis dire, Monet, Renoir, Cézanne, Caillebotte, Pissarro, Sisley, en achetant leurs tableaux, en finançant les expositions impressionnistes. Une histoire qui s'écrit aussi au masculin, comme vous l'aurez remarqué. Donc Berthe Morisot et Marie Cassatt et Marie Bracmont. Marie Bracmont n'est pas présente dans cette histoire de l'impressionnisme, mais elles occupent des rôles secondaires. Et Caillebotte, en effet, bon, est un rentier. Il ne peint pas pour gagner sa vie, et la plupart de ses tableaux vont rester chez lui et iront ensuite par héritage chez ses descendants. Donc dans la première moitié du XXe siècle, et même au temps où John Rivald publie son histoire de l'impressionnisme, dans les années 40-50, l'impressionnisme est aussi avant tout considéré comme un art du paysage, comme une peinture de la sensation, d'une transcription directe sur le motif, donc loin des compositions beaucoup plus élaborées et des figures assez nettes et dessinées que l'on trouve dans les compositions de Caillebotte, et notamment dans le Pont de l'Europe. À partir des années 50, cependant, on observe un changement. Et ce changement, il va venir non pas des académiques, non pas des spécialistes, mais dans un premier temps, il va être initié par le marché privé, et notamment par deux galeries, la galerie Wildenstein et puis une galerie parisienne, Bram et Laurenceau, qui vont commencer à pousser Caillebotte. Et donc la collection, les Caillebotte que vous voyez, que vous admirez aujourd'hui à la Fondation d'Ermitage, qui ont été réunis, qui ont été choisis par Oscar Guez, reflètent
ce frémissement du marché dans les années 50. Pourquoi on commence à pousser Caillebotte? Pour plusieurs raisons. L'essentiel de sa production, comme je vous l'ai dit, est invendue, donc elle n'est pas encore dans les musées, donc elle est en main privée, elle est essentiellement dans la famille, donc elle est potentiellement accessible. Et puis cette redécouverte a pour contexte ce que j'ai appelé, j'ai oublié de vous montrer quelques images, a pour contexte que j'ai appelé dans l'essai que j'ai écrit pour le catalogue, et en citant un des dirigeants de Sotheby's, ce qu'on a appelé la glamourisation de l'impressionnisme dans les années 50-60, à la faveur de l'arrivée de nouvelles fortunes et de grandes ventes de plus en plus spectaculaires qui vont remettre sur le marché des chefs-d'œuvre impressionnistes. Et cette nouvelle génération d'acheteurs internationaux, je vais vous citer quelques noms, notamment des armateurs grecs, Goulandris, Niarchos, Onassis, mais aussi du côté des États-Unis, Rockefeller, Dillon, Dale, Mellon, commence à acquérir à grand bruit et à grands frais des tableaux impressionnistes dans des ventes publiques que Christie's et Sotheby's commencent à orchestrer, à mettre en scène. Aujourd'hui, ça vous semble très évident, mais tout ça commence dans les années 60. Et avoir une collection impressionniste devient un signe de richesse. Les prix s'envolent. En 1958, Paul Mellon débourse 220 000 livres sterling pour acheter ce très beau tableau de Cézanne, le garçon au gilet rouge, ce qui fait à peu près 5 millions d'euros actuels et 600 000 $. 10 ans après, Aristote Onassis achète un tableau de Renoir pour l'offrir en cadeau de mariage à Jacqueline Kennedy. Et là, il dépense plus d'1,5 million de $. Donc on est passé de 600 000 $ en 1958 pour un Cézanne à un peu plus d'1,5 million pour un tableau de Renoir. Donc vous voyez cette association de l'impressionnisme et du luxe, avec cette photo d'Onassis dans son yacht avec un Renoir en arrière-plan, pas celui qu'il a offert à Jacqueline Kennedy, mais un autre des nombreux Renoirs. Donc pour ceux qui ne peuvent pas suivre et pour alimenter ce marché, cette demande, il faut trouver d'autres artistes, il faut exhumer des nouveaux corpus, il faut élargir le regard que l'on porte sur l'impressionnisme. Et donc, vous l'avez compris, Caillebotte, qui jusque-là occupait une place marginale, commence à devenir, si je puis dire, un bon client pour ce marché qui doit s'alimenter. Alors, comment on construit la cote d'un artiste? Comment on commence à attirer l'attention d'un artiste? On organise des expositions, donc la galerie Wildenstein s'en charge, à la fois à Paris et à New York. On fait des dons à des musées, on publie un catalogue raisonné, et l'épicentre de cette découverte de Caillebotte se situe dans un premier temps aux États-Unis. Le premier achat très spectaculaire qui va commencer à mettre Caillebotte au premier plan de l'impressionnisme, c'est ce tableau rue de Paris, Temps de pluie, qui est aujourd'hui un des trésors de l'Art Institute de Chicago et qui est acheté par Chrysler, un des grands collectionneurs, un des grands magnats de l'industrie américaine en 1954. Et il arrive au musée de Chicago en 1966. Quelques universitaires, quelques conservateurs commencent à s'intéresser à Caillebotte dans les années 1960-1970. Et l'artiste devient un objet d'intérêt plus international, en tout cas américain. En Europe, Oscar Guez est très certainement le premier à regarder Caillebotte et à oser donc acheter des grands tableaux. Donc le pont de l'Europe qui est aujourd'hui dans l'exposition et qu'il achète en 1956. C'est une audace d'autant plus remarquable qu'à ce moment-là, il n'en est qu'au début de sa collection impressionniste et qu'en France, dans son pays d'origine, Caillebotte reste très largement ignoré. Et il le restera d'ailleurs jusque dans les années 1990 et jusqu'à une grande rétrospective qui est organisée à Paris au Grand Palais en 1994. Donc depuis,
Les prix de Caillebotte se sont envolés. Il n'est plus à la marge de l'impressionnisme, et notamment en ce qui concerne ces grands tableaux de figures. Et comme me l'a signalé Thomas Sédou, donc un des anciens, un des acteurs du marché de l'art actuel et un des grands directeurs de Christie's, un des grands spécialistes du marché de l'impressionnisme, le marché de Caillebotte va connaître lui aussi des records. Et donc tout récemment, ce grand tableau qui a été vendu à la Vente Cox à New York en 2018-2019, j'ai un petit trou de mémoire, pour 40 millions. Donc record extraordinaire à l'époque, ce qui n'a pas fait nos affaires au musée d'Orsay, puisque nous étions sur l'achat de ce rameur que vous aviez pu admirer à la Fondation d'Hermitage lorsque la Fondation avait organisé une exposition Caillebotte. Et donc ce tableau a été acquis grâce à un mécénat de LVMH pour le musée d'Orsay au prix de 43 millions. Donc des prix absolument faramineux. Bien loin, même si je ne connais pas le prix de l'achat par Oscar Guez en 1956, mais bien loin donc des prix qui faisaient de Caillebotte une alternative pour des collectionneurs qui ne pouvaient pas s'offrir un Monet ou un Renoir. Donc le marché reste quand même assez polarisé pour Caillebotte, puisque des œuvres plus modestes, plus esquissées, ont des prix raisonnables, me signalait Thomas, au moins de 5 millions. Donc avis aux amateurs. Donc, comme vous le voyez, ces questions de collection, ces questions de regard, ces questions même de hiérarchie sont aussi le fruit de plein d'histoires humaines, de jeux institutionnels, de jeux économiques. Et tout récemment, donc, alors que dans les années 50 du temps d'Oscar Guez, ce frémissement et cette mise en avant de Caillebotte se faisait entre collectionneurs privés. Sur le marché de l'art, là tout récemment, donc vous voyez que cette mise en avant de Caillebotte, cette montée, cette ascension de Caillebotte s'est faite au niveau des musées, des grands musées. J'ai oublié de vous dire que l'homme à la fenêtre que je vous ai montré a donc été acheté par le Getty, à Los Angeles, donc un des plus grands musées et un des mieux dotés musées au monde. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais centrer, enfin j'ai introduit donc Caillebotte dans le titre de ma conférence, c'est que Gustave Caillebotte a longtemps été donc plus connu finalement, donc je l'ai dit comme un soutien, comme un mécène, comme un ami des impressionnistes, et aussi comme un collectionneur et un généreux donateur. Cet autoportrait de Caillebotte me semble significatif, toujours en collection privée, cet autoportrait, puisqu'il montre Caillebotte à son chevalet, donc à son travail de peintre, mais il est entouré de sa collection. Et à l'arrière-plan, vous reconnaissez peut-être un des grands chefs-d'œuvre de Renoir, le bal du Moulin à la Galette, qui fait aujourd'hui qui est un des joyaux du musée d'Orsay et qui a fait partie de la collection que Caillebotte a léguée à sa mort en 1894 au musée français, et plus précisément à un musée qui s'appelait le musée du Luxembourg à Paris, qui existe toujours mais qui n'est plus un musée, qui abrite des expositions temporaires. Mais à ce moment-là, ce musée, cet endroit, c'était le musée des artistes vivants, c'était le centre Pompidou de l'époque. Alors pourquoi Caillebotte achetait-il des œuvres à ses amis impressionnistes? Pourquoi a-t-il légué sa collection à un musée français? C'est à ces deux questions que je vais tenter de répondre ce soir en deux temps principaux, donc les impressionnistes et le marché de l'art, comme je l'indiquais dans mon titre, et les impressionnistes et les musées. Donc quand je parle des impressionnistes, je vais être assez restrictive, je vais parler ici des artistes qui ont participé à ce qu'on a appelé les expositions impressionnistes, à partir de la première d'entre elles, celle qui a lieu en avril 1874 à Paris. Donc ces artistes, ce sont Monet, Degas, Cézanne, Pissarro, Renoir, Sisley, Berthe Morisot.
notamment. Ils sont tous nés, grosso modo, à quelques exceptions près, Degas et Pissarro sont plus âgés, ils sont tous nés autour de 1840, et ils sont morts entre la fin du 19e et puis le dernier survivant, donc c'est Monet qui meurt en 1926, d'où les célébrations du centenaire de sa mort dont j'ai le plaisir de m'occuper pour 2026. Ils font tous leur carrière, le début de leur carrière à Paris, dans les années 1860. Et à Paris, à ce moment-là, la vie artistique est rythmée par une grande exposition qui est annuelle, qui s'appelle le Salon. Le Salon, c'est un endroit, en fait, où les œuvres sont vues, où les œuvres sont potentiellement achetées par des collectionneurs, ou, parfois mieux encore, par des musées, et notamment par les musées français. Le Salon, c'est un système qui est régi, donc c'est une grande exposition avec des milliers de peintures, des sculptures, vous le voyez, c'est accroché à touche-touche, hein, les tableaux sont, la présentation est très dense, c'est vraiment la grand-messe de l'art contemporain, c'est un peu la foire de Bâle de l'époque, si vous voulez, et la différence, c'est qu'il y a un jury, et que ce jury ne sélectionne pas des galeries mais des artistes, et que dans ce jury il y a des peintres qui ont été formés, qui sont académiciens, qui ont été formés par l'école des beaux-arts et qui ont des goûts conservateurs. Et donc ce qui se passe pour les impressionnistes dans les années 1860, quand ils présentent leurs œuvres, c'est qu'ils vont connaître des succès, comme Claude Monet ici en 1866 avec ce magnifique tableau Camille à la robe verte, qui rallie des critiques qui jusqu'alors étaient assez hostiles au premier tableau qu'ils avaient pu découvrir de Monet. Et donc ce tableau très impressionnant est reçu à la fois présenté au Salon, reçu positivement par les journalistes, et notamment il est acheté par quelqu'un qui s'appelle Arsène Houssaye, qui est une personnalité influente, qui dirige une revue importante à l'époque, qui s'appelle L'Artiste, et non seulement donc il achète l'œuvre, mais en plus, il écrit dans son journal que lorsque le musée du Luxembourg, je le cite, ouvrira sa porte à toutes les opinions du pinceau, il donnera ce tableau au musée. Donc il le conserve jusqu'à sa mort en 1896. Donc gardez cette date en tête, on reviendra à 1896 et à Arsène Houssaye à la fin de cette conférence. Donc de temps en temps, les impressionnistes sont acceptés, parce que bon, y a un peu une légende qui dit qu'ils ont toujours été refusés, que ce sont une sorte de martyrologe de l'impressionnisme. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin bon, parfois c'est vrai. Et notamment, en 1866, donc l'année du succès au Salon de la femme à la robe verte, Monet peint ce grand tableau, Les femmes au jardin, aujourd'hui au musée d'Orsay. Grand tableau peint en extérieur, en plein air. Vous voyez qu'il a tiré profit, on retrouve cette silhouette de dos, cette attention à la mode, à la vie moderne, au plein air. Mais là, il présente le tableau au jury du Salon qui le refuse, probablement parce que précisément, à la fois on retrouve cette atmosphère assez gracieuse, mais vous avez ces effets de plein air qui sont très, très contrastés, notamment l'ombre du premier plan. Il n'y a pas beaucoup de détails, c'est schématique. Regardez le visage de la jeune femme à l'ombrelle, qui est Camille, la compagne de Monet, qui était aussi celle qui posait pour la femme à la robe verte. Et il y a une anecdote, un souvenir du musée d'Orsay que je trouve toujours très, très amusant. Une fois, j'étais dans les salles et il y avait donc un groupe d'enfants qui suivait une visite par une conférencière. Et donc la conférencière demande aux enfants est-ce que vous trouvez qu'elle est jolie, la dame avec l'ombrelle? Donc les enfants se disent je suis dans un musée, c'est un tableau important. Donc ils disent tous d'un bel élan, oui, elle est très belle, la dame à l'ombrelle. Et donc la conférencière leur dit mais regardez un peu plus précisément, regardez son visage. Vous ne trouvez pas qu'il est bizarre? Vous ne trouvez pas qu'on dirait un masque japonais? Est-ce que vous trouvez qu'elle est vraiment belle? Et donc là, ils commencent à regarder et puis ils disent ah non, elle n'est pas belle en fait, la dame à l'ombrelle. Donc ça aide à comprendre, je trouve, la réaction qu'ont pu avoir les membres du jury. Toujours est-il qu'ils refusent ce tableau. Et ce tableau, donc, retourne chez Monet, qui en sera toujours extrêmement blessé.
Et je n'avais pas prévu de vous le dire, mais je vous le dis quand même, à la fin de sa vie, quand Monet va être courtisé par les musées français, par tous les musées du monde, hein, quand tout le monde vient chez lui pour lui arracher des tableaux, et qu'il refuse notamment de vendre les nymphéas, eh bien, il donne donc, comme certains d'entre vous le savent, tout le cycle des nymphéas que vous pouvez admirer à l'Orangerie, il le donne à l'État français en 1918, et il demande à l'État français, au musée français, d'acheter ce tableau pour, quelque sorte, se venger de l'affront qui lui avait été fait. Donc c'est un tableau qui lui tenait très à cœur. Vous voyez, marché, musée, salon, on est en plein dans le sujet. Donc dans les années 60, succès, échec, les artistes, les futurs impressionnistes ont du mal à maîtriser leur carrière. Et c'est non pas parce qu'ils sont constamment refusés, mais parce qu'ils veulent justement prendre le contrôle de leur carrière. Ils refusent des décisions qu'ils estiment arbitraires du salon. C'est pour cette raison qu'ils vont organiser une exposition indépendante. Donc ils ont ce projet dès 1867, au moment du refus. Les aléas font que, notamment la guerre entre la France et la Prusse en 1870, la Commune, etc., font que ce projet aboutit uniquement au printemps 1874. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette première partie un événement commercial, point d'interrogation. Parce que l'histoire qu'on a longtemps racontée sur cette première exposition, c'est que ce sont des jeunes peintres qui qui peignent de façon moderne, qui peignent avec des couleurs claires, tout ça est évidemment vrai, et qui veulent un petit peu, si je puis dire, casser la baraque et, sur le modèle d'une avant-garde, organiser une exposition pour dire leur vérité artistique. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a une trentaine d'artistes qui se réunissent, ils forment une coopérative, et parmi cette trentaine d'artistes, on ne va retenir que les impressionnistes, mais le but, en fait, c'est pas d'affirmer une nouvelle esthétique, c'est de montrer ce que les artistes veulent montrer, et surtout, donc, d'organiser une manière directe d'aller chercher un public et surtout de trouver des collectionneurs pour leur peinture. Donc de ne pas passer par ce filtre du salon et de pouvoir de pouvoir vendre en direct, si je puis dire, à des collectionneurs. Bon, ce qui les encourage, c'est qu'au XIXe siècle, le marché de l'art commence à se développer. Il n'est évidemment pas aussi puissant qu'aujourd'hui, mais les prémices sont là et on va voir que l'évolution de l'impressionnisme s'accompagne justement de cette montée en puissance du marché de l'art. Mais l'exposition, donc, c'est une exposition d'œuvres qui, pour la plupart, sont des œuvres à vendre. C'est une manière, en fait, de renouveler, enfin de repositionner l'artiste et de le mettre au centre du jeu de façon tout à fait indépendante. Donc cette société coopérative où chaque participant, en fait, pour faire partie de cette exposition qu'on va appeler l'exposition impressionniste, il faut juste cotiser. Il faut donner 60 francs environ. Alors je vais beaucoup vous parler de prix, donc je vais vous donner des équivalents. Donc 60 francs à l'époque, un ouvrier gagne entre 1 et 3 francs par jour, un instituteur gagne autour de 1000 francs par mois. Donc vous avez un petit peu, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc là il faut cotiser. Les artistes produisent un catalogue, les visiteurs payent un droit d'entrée et ensuite l'idée c'est que la coopérative prélève une somme, un pourcentage sur chaque œuvre vendue et normalement les artistes rentrent dans leurs frais. C'est pas du tout ce qui va se passer. Ça va être un échec commercial cuisant. La société coopérative sera liquidée en décembre 1874, donc quelques mois après cette première exposition, et il n'y a que 4 œuvres qui sont vendues pendant l'exposition. Parmi les 4 œuvres vendues, il y a celle-ci, Impression Soleil Levant, qui est vendue 1000 francs, enfin 800 francs dans la poche de Monet, 1000 francs. Et donc cette œuvre, elle est vraiment importante parce que, bon, évidemment, comme vous le savez sans doute, c'est cette œuvre, Impression Soleil Levant, donc selon le titre que lui donne Monet dans le catalogue,
qui va donner le nom de baptême à l'impressionnisme, puisqu'un critique dans un journal assez obscur qui s'appelle Le Roi, le critique, va se moquer de ce tableau en disant que bon, impression, effectivement, il est impressionné, et à partir de là, il va intituler son article « L'exposition des impressionnistes », donc de ceux qui se contentent d'une impression. Une impression, c'est quoi ? C'est quelque chose qui n'est pas réfléchi. Dans le langage de l'atelier, une impression, c'est quelque chose qu'on peint vite, c'est une esquisse, une ébauche. Donc ce sont des choses qu'on peut faire pour s'entraîner, qu'on garde chez soi, qu'on garde à l'atelier, mais c'est certainement pas une œuvre que l'on signe, c'est certainement pas une œuvre que l'on montre, et c'est encore moins une œuvre que l'on vend. Donc vous avez une transgression. Et c'est une œuvre qui va être une des rares, donc une des 4 sur les quelques 200 œuvres qui sont dans l'exposition de 1874, donc une des 4 qui va être vendue. Elle est vendue à quelqu'un qui s'appelle Ernest Hochedet, qui est typique donc, de ses premiers clients de l'impressionnisme, de ses premiers amateurs. C'est quelqu'un c'est un négociant qui vient de faire fortune et qui se décide, qui a une collection assez éclectique et qui, au début des années 1870, se décide à acheter une peinture nouvelle, peut-être par désir de spéculation. En tout cas, voilà, il achète ce tableau de Monet, il en achètera d'autres. La difficulté, c'est que Hochedet était un petit peu un flambeur et qu'il fait faillite 4 ans après, en 1878. Un autre tableau qui est vendu juste après l'exposition, que je vous montre ici, c'est un tableau de Cézanne, et j'y reviendrai aussi, je reviendrai sur Cézanne. C'est un tableau qui est vendu également 1000 francs. Un autre grand collectionneur qui s'appelle Armand Doria, le tableau est aujourd'hui au musée d'Orsay, le précédent Impression Soleil Levant est au musée Marmottan à Paris. Donc cette peinture s'achète. Comme le dit un critique qui s'appelle Théodore Duret et qui sera le premier historien du mouvement et qui est lui-même un collectionneur des impressionnistes. Cette peinture s'achète, écrit-il donc en 1878. Je vous ai parlé donc des collectionneurs, je vous ai parlé de ces premiers collectionneurs, de cette tentative donc de vendre des œuvres en dehors du salon et en dehors des marchands. Je ne vous ai pas parlé encore des marchands. Est-ce à dire que les impressionnistes n'avaient pas de galerie ou n'avaient pas de marchands à l'époque ? La réponse est non. Et Monet se souviendra plus tard d'un de ces marchands. Il écrira « Ces gens sont fous », voilà ce qu'on disait, « ces gens sont fous, mais il y a plus fou qu'eux, c'est le marchand qui les achète. » Et ce marchand, qui finalement était tout sauf fou, mais qui était très visionnaire, c'est Paul Durand-Ruel. Donc je vais vous parler un petit peu de Paul Durand-Ruel dans cette partie consacrée aux impressionnistes et au marché, parce que c'est une figure incontournable. Il est né à Paris en 1831, et il est lui-même le fils d'un des plus grands marchés de l'art de l'époque. Donc c'est vraiment l'histoire de la famille Durand-Ruel au XIXe siècle. Elle raconte cette montée en puissance du marché de l'art qui commence au début du XIXe siècle. En 1865, donc au moment où Monet, où les impressionnistes commencent à faire leur début au salon, Durand-Ruel a un peu plus de 35 ans. Et c'est alors qu'il reprend la galerie familiale et qu'il va vraiment transformer le fonctionnement de la galerie et qu'il va inventer le marché de l'art moderne qui inspire encore certains des galeristes de notre temps. Et les impressionnistes vont jouer un rôle central. En fait, c'est une sorte de un co-développement, une connaissance à la fois de Durand-Ruel comme grand marchand et des impressionnistes comme artistes importants et reconnus lors de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors Durand-Ruel, il les découvre à Londres en 1870, où il s'est réfugié. Et là, il fuit la guerre. Et là, il rencontre Pissarro et Monet, qui eux-mêmes sont allés se réfugier là-bas. Et donc, il va commencer à acheter quelques tableaux au début des années 1870. Et quand il revient à Paris,
eh bien, de fil en aiguille, il rencontre Sisley, Renoir, Degas, Morisot, et il achète ces peintres qui ont commencé à se faire remarquer au salon, mais qui n'ont pas la célébrité des grands artistes de l'époque. Les grands artistes de l'époque, c'est à la fois des peintres plus officiels, mais c'est aussi toute la génération de Barbizon qui se vend très cher, et notamment qui se vend très cher aux États-Unis. Donc Paul Durand-Ruel va vraiment jouer sur plusieurs tableaux, des peintres plus officiels, la peinture de Barbizon et ces jeunes artistes qu'il va acheter de façon assez abondante, et donc c'est là qu'il innove, on y reviendra. Il achète une dizaine d'œuvres de Monet en 1870, en 1872. Il achète, au lieu d'acheter de façon ponctuelle, il achète en masse, et à ce moment-là, un tableau de Monet ou de Sisley est acheté autour de 200 francs, et quand il les revend, c'est autour de 300-350 francs. Donc vous voyez que quand on vend un paysage 1000 francs en 1874, c'est pas si mal, même si il aurait fallu en vendre plus pour que ce soit un succès. Et justement en 1874, il y a une crise économique qui frappe la France, qui frappe l'Europe, et qui fait que les prix, que Durand-Ruel se retire du marché. Il n'y reviendra qu'en 1880. Et c'est ce qui explique peut-être aussi que les impressionnistes aient voulu faire cette exposition indépendante. Le salon, c'est pas facile à prévoir. Durand-Ruel, ça a été les a soutenus, mais là, il se retire. Il y a quand même quelques collectionneurs qui sont intéressés. Les impressionnistes vont tenter aussi une deuxième chose, donc une exposition travailler avec un marchand, même si voilà, en 1974 ça s'arrête et ça reprend ensuite, organiser une exposition sur un mode coopératif, et puis organiser une vente aux enchères directement, dont Durand-Ruel sera l'expert, en mars 1875. Et là, les prix s'effondrent. Le prix moyen de vente, c'est 160 francs. Et donc cet effondrement des prix va être vraiment durable. En 1878, Hauchedet, dont je vous parlais juste avant, donc, fait bel et bien faillite et se sépare de sa collection au fil de vente aux enchères. Impression Soleil Levant, qu'il avait acheté 1000 francs, est vendu à ce moment-là pour 200 francs. Donc, vous voyez un peu la chute et la difficulté dans laquelle se trouvent les impressionnistes. Donc Durand-Ruel reprendra ses achats un petit peu plus tard, en 1880, quand lui-même peut être recapitalisé grâce à une banque et puis à une situation économique un petit peu meilleure. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé les invendus des années 1870, et en 1880, il va commencer à acheter de façon encore plus massive des œuvres de Monet, de Renoir, etc. Il en achète une vingtaine, une trentaine par an. Il paie les loyers des artistes, il achète parfois leurs fournitures. Donc, il va constituer des stocks impressionnants. Durand-Ruel va aussi se dire que le marché français, c'est intéressant, il y a un petit groupe d'amateurs, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas permettre d'écouler les stocks, et ça ne va pas permettre de vraiment construire une demande et de soutenir les artistes. Les prix ont un peu augmenté. Un tableau qui se vendait 300-400 francs se vend plutôt 2-3 000 francs dans les années 1880, mais ce n'est pas suffisant. Et il va donc construire ce marché au point que dans les années 1890-1900, les impressionnistes vont commencer à atteindre des records et à pouvoir vendre des œuvres 80 ou 100 000 francs à l'époque, ce qui est assez important. Comment en est-on arrivé là? Comment un tableau impressionniste, par exemple un tableau de Degas, comme celui-ci, était vendu 1000 francs en 1873, est racheté 10 000 francs en 1893 par Durand-Ruel, et revendu 30 000 francs le même jour, en 1893, par Durand-Ruel à un collectionneur. Alors tout d'abord, il avait un œil. Il a su repérer les bons artistes avant les autres, même s'il n'était pas le tout premier. Il a été vraiment le premier à y croire à ce point.
Et donc il a fait cette politique de stock, il a fait ce qu'on appellerait une politique d'auteur, en quelque sorte. Il a fidélisé les artistes, et puis donc il a su innover. Il a su les promouvoir de façon offensive, à la fois à travers des publications, en publiant des recueils de gravures, en éditant des revues. Il a organisé des expositions à la galerie. C'est le moment où les galeries deviennent de plus en plus des petits musées. Il a su aussi pousser les artistes dans des expositions universelles, petit à petit. Et surtout, je vous disais que le marché français était un peu étroit pour Durand-Ruel. Et là, il a vraiment eu un coup de génie, c'est-à-dire qu'il a vraiment accentué une tendance qui était déjà présente au début du XIXe siècle, une tendance à la globalisation, à la mondialisation. Et il a poussé cette logique qui, du temps de son père, était essentiellement européenne, Bruxelles, Londres. Lui-même avait ouvert des succursales dans ces villes. Il a visé l'endroit où il y avait une nouvelle richesse très importante, les États-Unis. Donc en 1886, il commence à travailler avec le marché américain, non seulement à New York où il ouvre une galerie qui va rester en activité tout au long jusque dans les années, jusqu'en 1970, date à laquelle la galerie va fermer à Paris et à New York. Mais il va faire encore plus, il va faire comme Sarah Bernard, il va prendre le train et il va aller jusqu'à Denver, jusqu'à dans ces villes. Vous imaginez, on a tous des westerns en tête, vous imaginez montrer des tableaux impressionnistes, des tableaux de Barbizon, dans des hôtels, dans des endroits, il n'y avait pas encore de musée tout à fait établi, dans des clubs, etc. Donc vraiment une ambition internationale et beaucoup d'innovation dans la promotion. Autre chose aussi, rassurer. Paul Durand-Ruel, c'est un grand bourgeois parisien, catholique, monarchiste, et il habite... Il a un appartement très traditionnel, comme vous le voyez, rue de Rome, donc en plein dans les quartiers haussmanniens, un quartier pas très loin de chez Caillebotte, du Pont de l'Europe, que vous pouvez voir dans l'exposition. Et ça, c'est son salon. C'est son salon où il met en valeur sa collection personnelle, et vous reconnaissez des œuvres qui sont aujourd'hui au musée d'Orsay, comme le Grand Renoir, Danse à la ville. Mais vous voyez que c'est présenté de façon très convenable. Il y a ce mobilier 18e siècle, c'est une atmosphère rassurante. Et dans ce salon, qui est un salon d'apparat, où il reçoit ses collectionneurs, où il reçoit des clients, notamment beaucoup d'Américains, et le message qui est donné, c'est qu'on peut vivre avec cette peinture. Non seulement cette peinture s'achète, comme le disait Théodore Duret dans les années 1870, mais finalement cette peinture, elle fait plutôt bon effet dans un salon. Et ce jeu entre l'espace de la galerie, les expositions, les tournées internationales de tableaux, la mise en scène dans cet intérieur parisien bourgeois assez chic, tout ça va aboutir donc à rendre les impressionnistes désirables par une clientèle de plus en plus vaste et de plus en plus internationale. Donc vous voyez, finalement, Durand-Ruel, il était tout sauf fou, il a été résilient, comme on dit aujourd'hui, et il a été visionnaire. Donc ce bilan de cette partie sur le marché de l'art, vous voyez que les impressionnistes donc, sont passés d'une phase d'expérimentation, la coopérative en 1874, les premiers pas avec Durand-Ruel, les ventes aux enchères. Ça leur a donné un cercle restreint, fidèle de collectionneurs, et parmi ce cercle restreint, donc, il y avait Théodore Duret, mais il y avait donc Caillebotte. Et puis à partir des années 1880, donc une professionnalisation, une structuration du marché grâce à Durand-Ruel, un élargissement des collectionneurs, une internationalisation du marché, une envolée des prix. Et donc ce qu'il manque, c'est l'institutionnalisation, le rôle des musées. Donc comment ça s'est passé entre les impressionnistes et les musées au temps de Caillebotte et donc du vivant de la plupart des artistes impressionnistes. Donc ce sont des relations qui ont été assez complexes et assez mouvementées, et je vais me limiter évidemment à la France. L'intérêt des musées pour l'impressionnisme, il commence
en 1888. Donc vous voyez qu'il est assez tardif, hein, on est plus de 20 ans après la première exposition de 1874. Il commence donc de façon assez timide. Il commence donc par un achat d'un tableau de Sisley, ce tableau Matinée de septembre qui est conservé au musée des Beaux-Arts d'Agen. Donc 1888, on est 2 ans après la dernière exposition dite impressionniste qui se tient en 1886, au moment, vous l'avez compris, du développement du marché de l'art. En 1878, Théodore Duret a publié donc une première histoire de l'impressionnisme qui à la fois qui donne les noms, hein, qui raconte la vie des principaux protagonistes et qui surtout leur donne une forme de légitimité. Il établit une filiation entre le XVIIIe siècle français, le paysage réaliste, Delacroix, Courbet, Corot, puis les impressionnistes. Donc il les inscrit dans une grande histoire de l'art français. Cet achat en 1888 par l'État français a pour autre élément de contexte un autre achat qui a eu lieu, celui-ci, en 1878 par un musée de région, donc pas par l'État. Vous savez, en France, les musées nationaux, c'est l'État qui achète, et les musées de région, ce sont les villes et les municipalités. Même si le musée de Sisley est à Agen, je vous expliquerai pourquoi, ce qui s'est passé. Donc finalement, les premiers à acheter un tableau impressionniste, c'est le musée des Beaux-Arts de Pau, qui en 1878 achète ce magnifique tableau de Degas. Alors il l'achète parce qu'il y a des amis de Degas qui sont conservateurs, qui est conservateur, donc un ami qui est conservateur au musée de Pau, donc Charles Lecoeur. Et c'est ce qui explique les connivences, les relations expliquent cet achat. Et Degas est très, très content, il remercie donc de l'honneur. Il faut avouer, dit-il, que c'est bien la première fois que cela m'arrive qu'un musée me distingue. Donc, au moment où l'État achète ce tableau de Sisley, Matinée de septembre, en 1888, il y a donc juste une œuvre à Pau de Degas dans les musées français. La décision est prise d'acheter ce tableau pour la somme de 1000 francs, donc bon, pas si mal, pour Sisley, qui est loin d'atteindre les prix qu'atteignent des tableaux de Degas ou de Renoir. Pourquoi acheter ce tableau de Sisley ? Les raisons sont encore assez obscures et elles ne sont peut-être pas forcément celles qu'on aurait envie d'entendre. On pense plutôt que c'est un tableau qui a été acheté parce que Sisley avait de grandes difficultés économiques et c'est peut-être ce que faisaient les musées à l'époque, c'est parfois qu'ils faisaient des secours déguisés en achetant des tableaux à des artistes. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ce tableau qui est acheté par l'État et qui aurait dû donc aller au musée du Luxembourg est envoyé au musée d'Agen quelques mois après l'achat. Sisley l'apprend et il écrira « Une toile placée comme cela est perdue ». C'est vous dire l'estime dans laquelle il tenait les musées de région. Donc si je vous raconte ça, c'est parce que c'est intéressant pour notre histoire, pour l'histoire de Caillebotte ensuite. Deuxième étape dans cette timide intérêt que les musées français et de cette timide percée des impressionnistes dans les musées français, c'est l'étape d'Olympia 1865, pardon, pas 1863, qui est achetée, qui est offerte au musée du Luxembourg grâce à une souscription en 1890. Et là, c'est une belle histoire puisque cette souscription, elle est lancée par Monet pour son ami Manet, qui est mort en 1883, qui n'a aucun tableau de lui dans un musée. Et donc là, ce sont les artistes qui s'emparent de la situation et qui décident, ils avaient fait une exposition en 1874 à laquelle Manet n'avait pas voulu participer, et donc là ils forcent les portes du musée en offrant un tableau. C'est aussi un moyen de venir en secours à la veuve de Manet, et dans cette souscription, à cette souscription participe également Caillebotte de façon assez généreuse.
voilà une salle du musée du Luxembourg dans les années 1880. Vous voyez que l'esthétique n'est pas du tout, les tableaux qui sont montrés ne sont pas du tout des tableaux impressionnistes, et donc les impressionnistes vont devoir se faire un chemin. Alors quand même, au début des années 1890, une nouvelle génération de conservateurs arrive à la tête du musée du Luxembourg et se disent quand même que entre Olympia et le Sisley qui est à Agen, il y a quand même une sacrée lacune au musée, et que ce musée qui s'appelle le musée des artistes vivants, doit refléter un plus large éventail de ce qui se fait. Donc en 1892, le conservateur de l'époque, Bénédicte, et puis les responsables des Beaux-Arts, notamment quelqu'un qui s'appelle Henri Roujon, qui se trouve être un ami de Mallarmé, et Mallarmé était proche des impressionnistes, il les a défendus dès les années 1870, va approcher un certain nombre d'artistes pour leur acheter des tableaux. Il approche Monet et Degas, qui refusent poliment. Il approche Renoir, qui accepte, et qui va donc peindre pour le musée du Luxembourg un tableau, Les jeunes filles au piano, qui sera donc un des premiers tableaux, le premier tableau du musée de Renoir à rentrer dans un musée. Toujours dans ce contexte plus proactif, en 1894 a lieu la vente d'une partie de la collection de Théodore Duret, dont j'ai déjà parlé. Et dans cette collection, il y a un tableau de Berthe Morisot. Et le musée du Luxembourg va donc acquérir aux enchères un tableau de Berthe Morisot. Donc deuxième tableau impressionniste à rentrer 20 ans exactement après la première exposition impressionniste au musée du Luxembourg, donc dans ce centre Pompidou de l'époque. 1894, c'est une date importante, puisque c'est la date aussi de la mort de Caillebotte et de l'affaire de son legs. Et le legs de Caillebotte va véritablement marquer un tournant, une bascule dans cette histoire des relations entre les impressionnistes et les musées français et internationaux. Donc voilà un très bel autoportrait de Caillebotte. Caillebotte, donc, il a rencontré les impressionnistes dans les années 1870 et notamment en 1876. Ça, c'est l'un de ses chefs-d'œuvre aujourd'hui qu'il présente à l'exposition impressionniste de 1876. C'est un des tableaux pour lequel le musée d'Orsay vend aujourd'hui le plus de cartes postales, mais dans les années 1970, quand l'impressionnisme, les impressionnistes n'étaient pas au musée d'Orsay, mais étaient dans un autre musée, le musée du Jeu de Paume, c'est un tableau qui était très peu remarqué, qui d'ailleurs, à un moment donné, n'était pas visible du public, il était en dépôt au palais il était en dépôt à l'Élysée. Vous voyez les changements de goût, les changements d'appréciation. Donc Caillebotte participe aux expositions impressionnistes, en finance certaines, et achète des tableaux de Manet, donc de Renoir. Et par exemple, donc on n'a pas tous les prix auxquels il achète des œuvres. Il les achète en général quelques centaines de francs. Et l'année où il achète, en 1878, un tableau de Monet pour 600 francs, l'État, le musée du Luxembourg, paye 15 000 francs ce tableau, La naissance de Vénus, de Bouguereau, donc à la fin des années 1870. Pardon, je me suis trompée, 70 et non pas 79 et non pas 76. Et il achète ce tableau, voilà, 600 francs, Caillebotte. Donc Caillebotte meurt en 1894, mais dès l'année 1876, donc au moment où il participe à la première exposition impressionniste, il est encore très jeune, il a 35 ans, il rédige son testament. Et donc, dans son testament, il écrit « Je donne à l'État les tableaux que je possède. Seulement, comme je veux que ce don soit accepté, et le soit de telle façon que ces tableaux n'aillent ni dans un grenier, ça doit être une réserve, ni dans un musée de province, mais bien au Luxembourg et plus tard au Louvre, il est nécessaire qu'il s'écoule un certain temps avant l'exécution de cette clause, jusqu'à ce que le public, je ne dis pas ne comprenne, mais admette cette peinture.
Ce temps, ce sera peut-être 20 ans ou plus. Donc il meurt le testament est de 1876, il meurt en 1894, 20 ans ont passé. Peut-être l'heure est-elle à l'acceptation des impressionnistes. Et effectivement, contrairement à ce qu'on a souvent dit, et ce qu'on dit peut-être parfois encore imprudemment, donc le testament est révélé, et donc le musée du Luxembourg, et notamment ses responsables, donc ce conservateur Bénédicte et puis toute l'administration des Beaux-Arts, sont très heureux de bénéficier de ce legs. C'est plus de 60 tableaux donc, qui sont proposés à l'État. Donc des tableaux de Manet, de Renoir, de Degas, de Pissarro. Je vais vous en montrer certains. Vous les connaissez certainement parce qu'ils font maintenant la gloire du musée d'Orsay, puisque le musée d'Orsay a hérité des collections du musée du Luxembourg. Ce qui se passe quand même, c'est que donc, le legs est accepté, il y a un accord de principe, un enthousiasme des conservateurs. Mais ce qui pose problème, c'est que le musée du Luxembourg, vous l'avez vu, hein, c'est accroché très serré, c'est pas très grand. Comme il s'agit de représenter, de montrer un petit peu tous les artistes, le musée s'est donné une règle, c'est qu'il n'y ait pas plus de 2-3 tableaux par artiste. Et donc là, avec le legs Caillebotte, ce sont parfois 5, 6 ou 10 tableaux d'un même artiste qui sont proposés. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des questions de place. Donc les conservateurs vont commencer à discuter avec le frère de Caillebotte, Martial Caillebotte, et avec Renoir, qui sont les exécuteurs testamentaires. Et donc, ils vont travailler à réduire le nombre de tableaux donnés, et ceci en accord avec les exécuteurs testamentaires et avec les artistes eux-mêmes. Les artistes eux-mêmes vont être consultés et vont identifier des tableaux qu'ils estiment être des tableaux de musée, par distinction avec des tableaux qu'ils jugent trop esquissés ou qui seraient des impressions. Donc, vous voyez, vous retrouvez un petit peu cette idée quand même intégrée par les artistes qu'il faut quand même un certain degré de fini pour entrer au musée. Et malgré donc ces discussions vont donner lieu à des rumeurs complètement contradictoires et la presse va se déchaîner. Une certaine presse va se déchaîner contre le legs, contre la perspective de voir les impressionnistes au musée. Et je vous lis un extrait d'un article qui est publié au mois d'avril 1894. Caillebotte est mort en février. Donc le journal des artistes écrit « Nous sommes dans un siècle de déchéance et d'imbécilité. Je ne connais pas ces messieurs, il parle des impressionnistes, et je ne connais pas cette donation. Je ne connais que le titre. Je le répète, pour que l'État ait accepté de pareilles ordures, il faut une bien grande flétrissure morale. Je vous le dis, tout ça, des anarchistes et des fous, encore. C'est la fin de la nation, c'est la fin de la France. » Rien de moins. Heureusement, donc, l'affaire continue et ce seront donc 38 tableaux impressionnistes et 2 dessins de Millet qui, grâce à ce legs, rentrent au musée. Alors là, je vais juste faire défiler quelques images pour que vous preniez la mesure de la générosité de Caillebotte et de l'injustice de l'article que je viens de citer. Donc, vous voyez tous ces chefs-d'œuvre que vous pouvez admirer dans les collections qui sont juste absolument incroyables. Donc on passe de ce tableau de Sisley à Agen, le tableau de Berthe Morisot qui avait été acheté aux enchères parce qu'il n'y avait pas d'œuvre de Berthe Morisot dans le legs Caillebotte, donc les conservateurs avaient voulu compléter le legs, donc ce qui semble être un achat un peu isolé était finalement une stratégie. Donc voilà, ces tableaux absolument merveilleux, tous achetés par Caillebotte auprès des artistes, à la fois par goût, par passion, par conviction et aussi pour les soutenir financièrement. Magnifique Gare Saint-Lazare. Et vous noterez que Caillebotte n'a pas inclus de tableaux peints par lui. Donc ça, c'est vraiment l'élégance absolue. Il fait entrer ses amis, mais il n'entre pas au musée. Dans la donation et dans la collection de Caillebotte, il y a des œuvres de Cézanne,
Et ce sont très certainement les œuvres qui vont poser le plus de difficultés, à la fois dans les choix quand il faut réduire le legs, et puis dans la polémique que va susciter le legs, enfin les réactions négatives qu'il va susciter par une partie de la presse. Les deux œuvres qui sont acceptées, c'est celle-ci, La ferme à Auvers, et ce magnifique paysage de l'Estaque. La carrière de Cézanne, elle est différente des autres impressionnistes. Je vous avais dit qu'il avait été finalement un des premiers à vendre à l'exposition de 1874, à l'issue de l'exposition, donc ce paysage que je vous avais montré, qui avait été vendu 1000 francs. Mais sinon, Cézanne, entre-temps, a très peu vendu. Il avait un seul collectionneur, Choquet, et puis ensuite, donc, Caillebotte. Et sur les 5 tableaux proposés par le legs, 2 ne sont finalement qu'acceptés. Et l'un va être refusé, notamment celui-ci, Les baigneurs au repos, qui est aujourd'hui à la Fondation Barnes. Et en protestation, en protestation face à ce refus, au fait que le tableau est écarté, un autre marchand, pas Durand-Ruel mais Ambroise Vollard, un autre marchand parisien, va présenter ce tableau dans sa vitrine. Donc, vous voyez le marché de l'art qui reprend un petit peu ses droits par rapport au musée. Donc le legs est finalement accepté, donc il n'a jamais été refusé, contrairement à ce que vous pouvez lire encore parfois sous la plume de certains spécialistes ou de certains journalistes. Une partie a été refusée, mais il a été accepté, il a été réduit. Mais les polémiques et la difficulté des discussions et la réduction de la collection de 63 œuvres à 40 ne va pas forcément donner un bon signal. Vous vous souvenez que Arsène Houssaye, donc, qui avait ce tableau, le succès du salon de 1866 dans sa collection, et qui avait dit « je donnerai dans 20 ans », donc il meurt en 1896, un peu plus de 20 ans, et bien finalement, le tableau ne va pas, il avait gardé toute sa vie, et ne va pas être légué au musée du Luxembourg, certainement parce que Arsène Houssaye ou la famille a estimé que le musée du Luxembourg n'avait pas donné les signaux d'ouverture attendus, puisqu'il y avait eu toutes ces discussions autour du legs. Autre effet négatif, c'est donc au moment de l'ouverture de la salle en 1897. Donc on construit une annexe. En février 1897, la salle ouvre avec tous les impressionnistes et les artistes sont assez déçus par la présentation. Pissarro écrit c'est présenté comme seuls les officiels peuvent le faire, dans un couloir, et les tableaux collés les uns contre les autres. Il écrit à son fils « Cela ne t'étonnera pas, l'expérience nous a tant de fois démontré le mauvais goût général des musées en France. » L'Académie des Beaux-Arts, qui fait partie du jury du salon, se fend d'une lettre de protestation le lendemain de l'ouverture des salles. Et dans une lettre, elle dénonce la contradiction fâcheuse entre la destination toute spéciale d'un musée qui normalement est consacré aux œuvres modernes, mais dans le sens contemporain, donc juste peint au moment présent, donc consacré aux œuvres les plus dignes d'être proposées à l'étude, et le droit d'avoisiner celles-ci, reconnues en apparence, avec des œuvres défectueuses, pour la plupart jusqu'à l'extravagance. Il y a dans un pareil rapprochement entre les œuvres dignes et donc les œuvres extravagantes, les impressionnistes, une offense, inconsciente ou non, à la dignité de notre école française, en tout cas une étrange confusion entre ce qui mérite d'être tenu en estime et ce qui mériterait, au contraire, d'être formellement désapprouvé. Vous voyez que le point de vue, fin de ne pas être esthétique, ce qu'on met en avant, c'est la mission du musée. Le musée est là pour être exemplaire, pour donner un modèle. Ce qui est mis en avant, ce sont les nécessités de l'étude et l'idée que l'école française doit se nourrir de ces beaux exemples. C'est donc l'intérêt de l'art national et la défense d'une école française qui est mise en avant. Donc en conclusion, pour être plus optimiste, le legs de Gustave Caillebotte marque quand même un tournant absolument fondamental dans l'histoire des musées en France et dans le monde.
Ce choix donc de 40 tableaux, hein, qui, comme je vous l'ai dit, a été parfois critiqué, a pu passer par un refus, mais c'est fait en lien avec les artistes. Hein. Renoir écrira qu'il était très satisfait et qu'il était bien représenté. Donc ce legs a finalement suscité quand même, malgré tout, un moment fondateur et a suscité ensuite d'autres grandes donations. Au début du XXe siècle, ce sont des grands collectionneurs qui vont offrir leur collection à l'État français et qui font qu'aujourd'hui, le musée d'Orsay a la chance d'être le musée qui conserve la plus importante collection d'œuvres impressionnistes au monde. On a à peu près un peu plus de 500 œuvres dans les collections. Étienne Moreau-Nélaton, donc un grand collectionneur, va donner sa collection et léguer sa collection en plusieurs étapes. Notamment, c'est grâce à lui que nous avons le déjeuner sur l'herbe, des tableaux de Berthe Morisot, Monet, encore Monet, le chant de coquelicot qui était à l'exposition de 1874. Isaac de Camondo, qui est un grand collectionneur qui va donner ses œuvres en 1911. Je vous montre certaines de ses œuvres chez lui, dans son appartement, avant qu'il ne les donne. Son appartement était comme celui de Paul Durand-Ruel, ouvert à la visite. Donc les amateurs privés, à ce moment-là, jouaient aussi un rôle dans la diffusion de l'impressionnisme. Voilà, le Fifre, qui était donc là, vous le voyez dans son salon, vous voyez l'image. Camondo avait donné sa collection et avait demandé à ce que pendant 50 ans, jusqu'à 50 ans après sa mort, il y ait une salle Camondo. Donc, vous voyez le Fifre dans les années 60 avec l'intitulé salle Camondo. Il y avait des œuvres de Monet, ce très beau Parlement de Londres, beaucoup d'œuvres de Degas. Notamment, c'est grâce à lui que des danseuses de Degas sont présentes dans la collection. Et il y avait ce tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure, le défilé de Degas. Donc les tracasseries administratives qui avaient entouré le legs et les polémiques et les réactions négatives de la presse du legs Caillebotte n'ont pas découragé ces grands donateurs. Et finalement, avec notamment ce legs Camondo qui avait légué sa collection au musée du Louvre et qui avait spécifié que cette collection ne devait pas cette fois aller ni en province ni au musée du Luxembourg. Il a offert un des plus beaux cadeaux aux peintres impressionnistes qui étaient encore vivants en 1911, c'est-à-dire Degas, qui est mort en 1917, Renoir, qui est mort en 1919, et Monet, qui est mort en 1926. Le plus beau cadeau, c'est qu'il les a fait rentrer dans le plus grand musée du monde, il les a fait rentrer au musée du Louvre. Donc l'effet du legs Caillebotte, vous voyez, ça a été un effet très, très fort, à la fois en France et à la fois dans le monde, puisqu'à partir du milieu des années 1890, les musées européens, les musées américains ont commencé à acheter des impressionnistes. Et où ont-ils acheté des impressionnistes? Ils n'ont pas acheté auprès des artistes, ils sont allés chez Durand-Ruel, qui donc est lui-même devenu un des grands acteurs de cette diffusion de l'impressionnisme dans le monde. Et l'autre effet du legs Caillebotte, sur lequel je voudrais conclure cette conférence, c'est que finalement, il a provoqué, et cette arrivée des impressionnistes de façon plus générale dans les musées, ont provoqué finalement une transformation du rôle d'un musée des artistes vivants, d'un musée contemporain. Vous vous souvenez que donc l'Académie des Beaux-Arts avait protesté contre le legs Caillebotte au nom de cette idée que le musée devait être exemplaire et représenter une école nationale. Avec l'arrivée de l'impressionnisme dans les musées, un musée contemporain est de moins en moins conçu comme un musée des artistes vivants, c'est-à-dire de tous les artistes, sans trop avec un regard assez éclectique, mais devient finalement un musée d'art moderne au sens d'art moderne de la modernité. Et ce modèle du musée d'art contemporain comme lieu de la modernité, modèle qu'on interroge beaucoup aujourd'hui, c'est un modèle qui a quand même été un modèle dominant
tout au long du XXe siècle, même si, voilà, je le signale aujourd'hui, donc il faut très certainement revisiter ce modèle. Mais ça a été un effet durable au-delà de l'impressionnisme. Donc voilà cette histoire des relations entre les artistes, le marché et les musées, à la fois donc à la fin du XIXe siècle et puis en passant par, en introduction, ce chemin à travers la collection Guèze et ce passage donc, de Caillebotte de la famille au marché et au musée. Vous voyez donc que Gustave Caillebotte, à plein d'égards, c'est vraiment inscrit au cœur de cette histoire et de ce qui fait, je l'espère encore aujourd'hui, le bonheur des visiteurs, des galeries, des expositions et des musées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci infiniment Sylvie, c'était absolument passionnant de t'écouter raconter cette histoire tellement riche, ce moment si fort où tant de choses se mettent en œuvre, se mettent en place, où le marché de l'art émerge avec tant de choses qui continuent encore aujourd'hui à perdurer. J'ai trouvé fascinant la façon que tu as eu de mettre en parallèle le salon et la foire de Bâle. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il n'y a plus de jury. Enfin, il y a toujours un jury, mais ce sont les galeries qui désormais doivent trouver moyen d'accéder à ce lieu. C'était vraiment passionnant et très émouvant aussi d'entendre remis à l'honneur Gustave Caillebotte, dont nous sommes si heureux et si fiers de montrer pour la deuxième fois le pont de l'Europe. Un homme vraiment exceptionnel, non seulement un artiste exceptionnel, mais un homme d'une envergure et d'une force et d'une qualité humaine aussi, la façon que tu as rappelé qu'il a vu de ne pas s'insérer lui-même dans son legs, dit tout de la richesse et de la beauté de sa personne. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous qui... Merci beaucoup, c'était super. Merci. Vraiment. J'ai une question concernant le choix du jury, puisque vous nous avez dit que c'était des gens intelligents, hein. Comment étaient-ils choisis, d'une part, et quelle était l'influence politique pour laquelle on refusait tous ces artistes? Alors c'est une question compliquée parce qu'en plus la composition du jury du salon a varié tout au long du XIXe siècle, mais disons qu'il y avait une partie, il y avait des représentants de l'administration, et notamment quelqu'un d'important à l'époque s'appelait le directeur de l'administration des Beaux-Arts. On est en France, hein, donc tout est centralisé. Voilà, c'était une sorte de ministre de la culture de l'époque. Et puis il y avait des artistes, et les artistes étaient des artistes qui étaient soit des professeurs à l'académie, soit des artistes qui avaient eu des récompenses, donc des artistes qu'on pourrait qualifier d'officiels par leur parcours. Donc voilà, c'était grosso modo la composition du jury. Et ensuite, face aux protestations du monde artistique, à la contestation de la légitimité de ce jury, l'administration s'est retirée du jury en 1880 et a délégué aux artistes l'organisation du jury, la sélection des œuvres, etc. Mais c'était quand même... pour la plupart, voilà, des artistes qui étaient professeurs, qui avaient des positions importantes dans le milieu artistique. Et c'est vrai que pendant le Second Empire, c'était plutôt des artistes qui étaient... c'était pas des artistes contestataires de Napoléon III. Et ensuite, l'histoire se poursuit sous la Troisième République, et là, il y a moins d'enjeux politiques, au sens politicienne, hein, si je puis dire, de conviction. Une autre question ? Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une petite question concernant ce groupe de peintres. Ils se réunissaient, ils discutaient autour de Caillebotte. Est-ce qu'entre eux, ils discutaient peinture au sens plastique du terme, au sens de... Est-ce qu'ils étaient aussi conscients des avancées plastiques qu'ils proposaient au monde, et quelle forme ça a pris? Est-ce qu'on a
des écrits de ces réunions? Est-ce que Caillebotte a-t-il écrit? Voilà ma question. Merci. Oui. Ils étaient très très conscients de ce qu'ils faisaient. Ils étaient très conscients d'être en rupture avec les règles de leur temps, avec les règles artistiques. Et d'ailleurs, quand ils arrivent, ils commencent à exposer au Salon dans les années 1860. Ils ont vraiment cette envie de renouveler l'art de l'époque en puisant à ce que Baudelaire a appelé la vie moderne, c'est-à-dire en choisissant des nouveaux sujets. Un tableau comme le Pont de l'Europe, un tableau comme la gare Saint-Lazare, c'est un sujet qui à l'époque n'est pas du tout jugé digne de la grande peinture, hein. Donc il y a l'innovation par les sujets, par la vie moderne, par des sujets plus ordinaires, plus quotidiens, et puis il y a l'innovation par la palette, par les couleurs, ces couleurs claires, et puis par la lumière, cette idée qu'on sort de l'atelier et on va peindre finalement le monde. Il faut être de son temps et peindre le monde tel qu'il est, ou ce monde en pleine évolution. Ils vivent une société qui est en plein bouleversement, hein, à l'époque. Donc ils ont pleinement conscience d'être moderne. C'est vrai que quand j'ai parlé de l'Expo 74, c'est pas le programme de l'Expo de 1874, mais ça ne veut pas dire que les artistes n'avaient pas conscience d'innover, d'être en rupture. Alors pour ce qui est des discussions artistiques, ils en avaient, et ça on le sait par les lettres. Soit qu'ils s'écrivent entre eux, soit qu'ils écrivent à d'autres. Donc on a beaucoup de correspondance qui est conservée. On a des lettres de Basile, des lettres de Monet, des lettres de Berthe Morisot, des lettres de Manet. Enfin, ils ont tous écrit. Et c'est d'ailleurs passionnant de se plonger dans leurs lettres. On a des lettres de Caillebotte aussi. Donc ce ne sont pas des textes qui ont été écrits, ce ne sont pas des manifestes, ce ne sont pas des traités. Mais le seul d'ailleurs, paradoxalement, qui a voulu écrire des traités, qui est même écrit dans la presse, c'était Renoir, celui qui se voulait le moins intellectuel, mais il a plutôt écrit sur les arts décoratifs que sur la peinture, enfin sur l'architecture plutôt que sur la peinture. Mais voilà, on le sait par des lettres, et les endroits où ils se réunissaient, où ils discutaient entre eux, c'était dans les ateliers, dans les cafés, hein, c'est la grande époque des cafés à Paris, ça continue, mais là c'est vraiment des lieux de rassemblement artistique, littéraire. Il n'y a pas que des... Ce qui est intéressant, c'est que les impressionnistes n'étaient pas contre eux, pas qu'entre artistes. Il y avait évidemment des écrivains comme Zola au début, j'ai parlé de Mallarmé, il y avait vraiment tout un univers des musiciens, enfin il y a vraiment tout un univers culturel autour de ces artistes, et parmi ces interlocuteurs, parmi ceux qui allaient au café ou qui visitaient les ateliers, il y avait donc certains étaient devenus des collectionneurs. Il y avait aussi, ils avaient des rendez-vous réguliers, donc ils se réunissaient aussi chez Berthe Morisot, enfin chez les parents de Berthe Morisot, puis ensuite chez elle. Ils se réunissaient au restaurant, il y avait des dîners chaque mois. Dans les années 1880, Caillebotte y assistait, Monet y allait, il prenait le train de Giverny pour retrouver ses amis. Donc le groupe impressionniste, ils se sont parfois fâchés, hein, notamment à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Degas s'est fâché avec Pissarro, avec Monet, avec Cézanne, ils n'avaient pas du tout les mêmes opinions, mais ils ont quand même continué, certains ont quand même continué à se voir, et jusqu'à leur mort respective, ils se sont souciés les uns des autres. À la mort de Sisley, Monet organise une vente, participe à une vente pour soutenir la famille de Sisley en 1899. Quand il est, je me suis replongée dans sa correspondance à la fin de sa vie, il passe son temps à demander des nouvelles de Renoir, savoir comment va Renoir, parce que Renoir était malade. Enfin bon, il y a vraiment, on le sait par les lettres. Encore une question ? Question un peu particulière, mais pourquoi la France ? Parce que dans la même période, il y a d'autres pays qui vivent une révolution industrielle importante, l'Angleterre, l'Allemagne par exemple. Mais pour autant que je le sache, il n'y a pas eu cette effervescence artistique qui a, on peut dire, submergé le monde occidental en tout cas.
Vous avez une explication pourquoi la France, malgré les bouleversements politiques et tout? Oui, vous avez raison de signaler que les transformations économiques et sociales ne donnent pas les mêmes effets. Pourquoi la France? Vous me posez une question difficile. Alors peut-être, bon, Paris, c'est peut-être encore le cas, c'est toujours vécu comme le centre du monde et comme la ville lumière, même quand ça n'était pas le cas. Donc c'est vrai qu'à la fin du 19e, disons que c'est une ville où il y a beaucoup de... c'est une ville où il y a une vraie structuration, il y a des institutions, il y a des musées, enfin il y a notamment ce musée du Luxembourg, il y a ce salon, hein, dont il y a des expositions ailleurs, hein, à Londres notamment, mais il n'y a peut-être pas l'équivalent, il y a cette école des beaux-arts qui est quand même très puissante, il y a beaucoup d'ateliers privés. Il y a donc une émulation, et il y a une politique publique, il y a des commandes de l'État, il y a des achats de l'État, tout ça est assez centralisé, hein, tout autour de Paris, hein, je pense l'avoir montré avec cette problématique des musées de province, comme disent les artistes à l'époque. Il y a de l'argent. Voilà, donc Paris est vraiment une des capitales de l'art. Après, on a aussi, c'est comme ça que Paris s'est vécu, c'est comme ça qu'on a raconté l'histoire. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que on a un regard beaucoup plus, on essaie d'avoir un regard beaucoup moins focalisé sur Paris, et on s'aperçoit qu'il y avait aussi d'autres foyers artistiques très très importants, hein, parfois avec un peu de décalage, hein, que ce soit Vienne, Bruxelles, Londres évidemment. New York ensuite. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse, mais en tout cas, la réponse que je peux faire et qui explique non pas que l'impressionnisme soit né en France, mais qu'il y a eu cette effervescence artistique qui a été nourrie par les peintres étrangers qui venaient à Paris. Hein. Beaucoup de peintres suisses sont venus étudier à Paris, comme vous le savez, entre Paris et l'Allemagne. Ça s'explique parce qu'il y avait cette politique culturelle qui était déjà quand même très forte en France, assez centralisée et très puissante, et ça faisait partie de l'image que la France voulait donner d'elle-même, hein, cette ville des artistes, cette ville lumière. Et c'était le cœur du marché de l'art à l'époque. Bonsoir madame. Que sont devenues les 23 œuvres qui ont été refusées par les conservateurs? J'ai peut-être loupé un épisode, mais... oui, non, mais j'en ai pas parlé parce que... Alors, elles sont... Donc, quand elles ont été refusées, enfin, encore une fois, en concertation, en discussion avec... donc, le frère de Caillebotte, Martial et Renoir, et puis les artistes eux-mêmes. Même si, évidemment, au début, Martial et Renoir voulaient que tout le legs soit accepté. Donc elles sont retournées dans la famille, et ensuite elles ont été vendues au fur et à mesure, presque toutes. Donc il y en a certaines qui sont dans des collections privées, et puis d'autres, comme le Cézanne que j'ai montré, est à la Fondation Barnes. Voilà. Donc il y en a certaines qui sont dans les musées maintenant. Voilà. Et qui ont commencé à être vendues, à ma connaissance, hein, par la famille dans les années 1920-1930, à un moment où tout le monde cherche des impressionnistes et où les prix sont très, très élevés. Merci infiniment Sylvie pour cette merveilleuse conférence. L'abondance des questions dit assez l'intérêt que ta présentation passionnante a suscité auprès du public de l'Ermitage. Vous avez encore un petit moment pour aller voir l'exposition, si vous ne l'avez pas encore vue. Je voudrais aussi vous dire que le prochain rendez-vous, jeudi 22 mai, c'est Camille Viéville, une autre autrice du catalogue, qui va nous parler des femmes artistes de la collection d'Oscar Guez. Elles sont en effet nombreuses, et je me réjouis de vous retrouver jeudi 22 mai pour la seconde conférence en lien avec cette exposition. Très belle soirée, merci.